Dans une journée normale, on traite 15 milliards de dollars. C'est quoi Wintermute? C'est le plus gros market maker spot de crypto. Donc, on traite entre 12 et 15% des volumes. Donc, quand tu lis Wintermute a déposé 700 millions sur Binance, c'est un peu du grand n'importe quoi parce qu'on a aussi retiré 700 millions au même moment. On a émis l'hypothèse que vous auriez pu faire faillite et que vous auriez liquidé toutes vos positions. Est-ce que d'ailleurs ça pourrait être possible? On est là pour risquer nos fonds quand c'est plus dangereux. Entre 20 et 30 personnes qui m'envoient un DM en demandant Are you guys okay? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont très confus par rapport à notre rôle s'ils regardent que les flux DeFi. On est censé gagner de l'argent pour toutes les heures, quoi. Ces cascades, ça provoque des prix qui sont pas du tout rationnels à ce moment-là, quoi. Personne vraiment ne bénéficie de ça. À moins que tu sois short avant. Pendant cette période-là, je crois qu'il y a eu 1,6 million de traders qui se sont fait liquider. Les plateformes ne pouvaient plus payer les gains des gagnants parce que il y avait plus d'argent à aller récupérer chez la perdant et c'est pour ça qu'ils ont soit baissé l'effet de levier, soit même clôturé certaines positions, c'est ça? Exactement, exactement. Est-ce que tu penses que certains acteurs vont certainement faire faillite ou vont annoncer leur faillite? Est-ce que toi tu penses qu'un tel événement peut se reproduire? Bonjour Johan. Bonjour Romain. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que je pense pas qu'il y ait plus pertinent que toi pour expliquer ce qui s'est passé dans la nuit du 10 au 11 octobre. Donc, pour rappel, dans cette nuit-là, il y a eu le plus gros crash crypto de tous les temps. Je pense qu'on peut dire, en tout cas en termes de liquidation. On parle de plus de 20 milliards de liquidés. Un chiffre d'ailleurs qui est certainement sous-évalué, mais tu nous diras peut-être ce que t'en penses. En parallèle de ça, on a vu Bitcoin perdre 15% en quelques minutes, des altcoins perdre jusqu'à 60, 70, 80%, même des altcoins du top 20. Donc ça va être intéressant d'échanger avec toi puisque tu es le cofondateur de Wintermute, qui est un des plus gros market makers dans la crypto. C'est-à-dire que vous êtes chargé de fournir de la liquidité sur les marchés crypto. Et il y a notamment certaines personnes sur X qui vous accusent d'être à l'origine de ce crack monumental, ce qui est assez régulier quand il y a des cracks crypto. Donc voilà, on va échanger autour de tous ces sujets-là. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux déjà te présenter toi et puis présenter Wintermute et expliquer aussi quel est le rôle de Wintermute et des market makers dans la crypto notamment? Super. Mais écoute, merci pour l'invitation. Écoute, alors moi je suis né français, même si j'ai vécu plus de la moitié de ma vie hors de France, en Hollande, en Angleterre et maintenant à Singapour. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, donc les gens réalisent pas forcément que c'est pas ma première boîte. C'est la quatrième. Donc il y en avait d'autres qui étaient vraiment dans les marchés, dans le trading aussi, mais dans des choses plutôt orientées ventures, des choses plutôt orientées M&A. Donc Donc première un dans la peu de, crypto. c'est la seule dans les cryptos. C'est la seule dans les cryptos. Taux d'intérêt, plutôt Web2 avant d'être Web3. Et en 2017, enfin, j'ai eu une interaction en 2012-2013 parce qu'on traitait les taux et on regardait le prix de Bitcoin et on s'intéressait à être diversifié, on va dire, par rapport au taux. C'est pas forcément très très excitant ces années-là parce qu'en fait, si tu traitais sur un petit GOX, tu te retrouvais à attendre très très longtemps pour pouvoir recevoir tes fonds. Ça prenait jusqu'à 3 semaines pour avoir 20 ou 30 000 dollars de sortie. Et j'étais en train de monter une boîte à cette époque-là qui, en fait, pouvait gagner ou perdre 5 millions sur la nuit. Donc, c'était pas forcément un choix vraiment optimal de se concentrer sur le Bitcoin. 2015, par l'intermédiaire d'un incubateur, enfin, Venture Studio que je montais, j'ai aussi rencontré des équipes qui montaient des choses sur la blockchain en général. Pas forcément les profils les plus convaincants, donc en fait j'ai complètement laissé passer. Et en 2017, j'étais en train de monter plutôt une boîte, plutôt une structure de hedge fund, plutôt des stratégies hedge fund dans un family office anglais. Et il y avait d'autres personnes qui montaient des fonds à ce moment-là, qui partageaient le même bureau, si tu veux. Et en fait, il y en a un qui était très, très, très intéressé par les cryptos. Donc, on a fait de la recherche sur à peu près 56 ICO ensemble. Et on s'est retrouvé, enfin, lui, il m'a offert à la fin vers septembre-octobre, au même moment où je me suis reconnecté avec Evgeny, qui venait de mettre en place Wintermute. Lui, il voulait que je gère
la partie crypto d'un fonds macro, en fait. Et tu es gentiment dit non, mais en fait, ça a généré toute une discussion, en fait, pour me reconnecter avec Evgeny et qu'on cofonde Wintermute. Donc, c'est quoi Wintermute? C'est maintenant, en fait, 8 ans après. Donc, le plus gros market maker spot de crypto. Donc, on traite entre 12 et 15% des volumes. Quand ça bouge, comme ça bougeait ce week-end, on a tendance à traiter plus parce qu'on a la chance on a la chance et on passe beaucoup d'efforts et d'énergie, on apporte beaucoup d'énergie pour avoir une bonne infrastructure. Donc ça veut dire qu'on est plus solide quand les choses bougent. Malgré tout, ça a beaucoup, beaucoup bougé, donc on a aussi été un peu affecté par par les liquidations de vendredi samedi, mais pas forcément négativement. C'est-à-dire que on a, on a tout un. Je ne sais pas si tu veux rentrer déjà dans les détails de la liquidation, mais Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Bah, peut-être déjà dans un premier temps, juste rappeler le rôle d'un market maker et peut-être préciser la différence entre spot et futur. Donc spot, c'est vraiment c'est le Bitcoin que tu peux ramener sur ton propre wallet. C'est vraiment c'est l'équivalent plus proche du physique quand tu fais du FX et t'as ton cash euro, c'est l'équivalent du cash en fait. Tout ce qui est non spot, c'est typiquement dérivé, c'est typiquement des perpétuels, des futurs, des options. Et ça, on en traite aussi beaucoup, mais on n'est pas forcément les premiers. Donc c'est la différence. Alors, pour le rôle du market maker, le rôle du market maker traditionnel et ce qu'on fait, c'est toujours intéressant de voir reclarifier le rôle. On est là alors c'est synonyme d'apporteur de liquidité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu vas acheter ton Bitcoin, tu arrives sur un échange. Si on n'était pas là, tu te retrouvais à faire face en fait à d'autres individus qui ne veulent pas forcément vendre au même prix que toi, que le prix auquel tu veux acheter. Je sais pas, tu vas acheter à 111 000, il y a peut-être différents individus qui veulent vendre à 112 000. Donc, le rôle d'un market maker, c'est vraiment apporter l'équité entre deux, c'est-à-dire euh, prendre le risque sur nos fonds de prendre l'autre côté de la transaction, en fait. Ouais, Donc, en toi, tu fait, vas acheter un sous. c'est vraiment réduire le spread au minimum, quoi, dans l'objectif. Exactement. C'est-à-dire qu'on l'achète à 111 000, on le vend à 111 001, quoi, par exemple. Voilà. Donc, moi, Idéalement. moi, toi, t'es intéressé à 111 000. Peut-être que je vais dire, je peux te le vendre à 111 000 et 2 dollars. Et moi, ce que j'espère quoi? J'espère c'est quoi? Soit je reste sur la position et j'espère le racheter à 1 ou 2 dollars. Au moins, généralement, la marge moyenne est en dessous ce qu'on appelle d'un BIP, donc en dessous de 10 dollars par rapport au Bitcoin. Et donc, où nous, parce qu'on est intégré avec différents échanges, on peut racheter, peut-être que tu viens l'acheter sur Binance et nous, celui qu'on te l'a vendu, on peut le racheter, je sais pas, sur OKX ou autre. C'est pour ça qu'on se retrouve constamment à transférer des fonds entre échanges. Donc, Oui, parce que l'idée, vas-y. c'est aussi d'aligner les prix entre les différents échanges. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être l'acheter à 112 000 sur Binance et le revendre à 113 000 sur OKX. Et l'idée, c'est d'aligner un peu tous ces prix-là sur toutes les plateformes. Voilà. Ce serait, ouais, impressionnant s'il y avait 1% de différence, mais c'est plutôt en général moins d'un 10 millième, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y ait uniformité pardon, des prix. Ce qu'on appelle plutôt ça, il y a deux dynamiques en fait. Une dynamique de découverte de prix, qui est en général là où le prix se forme en fait là où l'échange il y a le plus de volume en général. Et après il y a une distribution du prix, c'est-à-dire que voilà on a défini que sur cet échange qui était le plus liquide,
ça vaut vraiment, Bitcoin, il vaut 111 000 maintenant. Et même si, voilà, peut-être que DeFi, c'est plutôt du wrap Bitcoin en général, mais on va dire, même si en finance centralisée, bah, c'est un petit peu en retard en général. C'est un peu moins liquide. Donc, il faut qu'il y ait généralement quelqu'un comme nous, qui vienne aller remettre le prix là où il faut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont très confus par rapport à notre rôle s'ils regardent que les flux DeFi, qui font entre 5 et 10% de volume totaux, où les gens ils disent, ah, vous faites que de l'arbitrage, des choses comme ça. C'est pas forcément de notre faute, c'est la faute c'est la façon dont dans la DeFi a été construite. Tous les AMM sont vraiment là pour être arbitrés en tant que tel. Donc le rôle, c'est vraiment aider la découverte du prix, aider la liquidité suffisamment et prendre suffisamment de risques de notre côté pour qu'il y ait perturbation. Enfin, j'essaie d'éviter l'anglicisme. Les perturbations, euh, qu'on soit toujours présent qu'on ne doive pas coter trop large. Forcément, quand il y a plus de volatilité, on va devoir coter un peu plus large. Et aussi qu'il y ait suffisamment de distribution de ce prix, bah, depuis les échanges les plus liquides vers les échanges les moins liquides, en fait. Et ça inclut quoi? Ça inclut tout ce qui est OTC, ça inclut tout ce qui est DeFi aussi. Ok. Donc ça, OT- euh, OTC, juste hein, pour repréciser, c'est les échanges qui se font en dehors des plateformes d'échange de gré OTC, à gré. c'est pas considéré un échange, en fait. OTC, c'est over the counter, c'est-à-dire au comptoir, en gros. Et c'est vraiment l'équivalent de traiter un contre un. C'est vraiment l'équivalent du peer-to-peer. Mais Ouais. pas, en général, c'est du peer-to-peer qui est pas décentralisé. Donc c'est du peer-to-peer il y a de la KYC, c'est des gens qui travaillent avec nous en direct. Ouais, c'est ça, vous Euh, mettez en relation deux personnes, une personne qui est prête à acheter, une personne qui est prête à vendre, elles se mettent d'accord sur le prix. Et l'intérêt, c'est que ça n'impacte pas la liquidité sur les plateformes d'échange. C'est souvent ouais, pour des alors grosses transactions. ça c'est de l'OTC quand tu es broker. C'est considéré aussi OTC, mais c'est pas l'OTC qu'on fait. L'OTC qu'on fait, c'est on est la contrepartie. On vient traiter contre la personne. Donc en fait, nous, on n'a pas besoin de mettre deux personnes en relation. On a besoin d'avoir une personne qui va acheter ou vendre un bloc suffisamment gros. Et après, nous, on prend le risque sur nos books. Ce qu'on appelle une position, donc un risque à la hausse ou à la baisse du marché. Ok, OK? ok, ça marche. Merci pour les explications. Maintenant, j'aimerais qu'on passe un peu à ce qui s'est passé donc, dans la nuit Mhm. du 10 au 11. Déjà, toi, comment est-ce que tu l'apprends? Quelle heure il est à Singapour? Voilà, est-ce que tu peux et puis nous expliquer un peu bah, le déroulé du crash et de comment toi tu l'as appris, ce que tu as regardé, etc. Donc moi, quand je l'ai appris, j'ai été levé pas forcément très tôt samedi matin. Donc je pense que le crash démarre autour des 5 heures du matin à Singapour. Euh, Ouais, et c'était vers 21 heures, je crois, heure américaine, quelque chose comme ça. Et en France, on devait être aux alentours des minuit, 1 heure du matin, entre minuit et 1 heure du ok, matin, bon, je c'est un dirais. peu plus tard, donc c'est un peu plus vers cette heure, donc plus ou moins quand je me suis levé. Et après, j'avais quoi? J'avais une vingtaine de. J'ai tendance à regarder Slack de mon côté et tout ça, et de regarder régulièrement. On a une boîte les gens sont pas toujours, tout le monde n'en est pas toujours conscient, mais on est ce qu'on appelle le marché neutre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on achète, on le revend tout de suite, ou ce qu'on vend, on le rachète tout de suite. Et donc, on est vraiment un business de volume. Et à cause de ça, voilà, à cause ou grâce à ça, on est censé gagner de l'argent un peu toutes les heures, quoi. Donc, j'ai tendance la première fois et donc, c'est plus une fonction de moi de regarder l'activité de la boîte, c'est plus une fonction de voir un petit peu l'activité du marché en général. Ça me donne pas forcément des indications si les choses ont monté ou descendu. Euh, Là, c'était plutôt les messages entre 20 et 30 personnes qui m'envoient un DM en demandant Are you guys okay? Euh, Est-ce la que ça réponse va de de votre côté, quoi? clairement oui. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que c'est pas et par le passé, on n'a pas toujours vraiment personne vraiment ne bénéficie de ça, à moins que tu sois short avant, à moins que tu sois plutôt ça c'est plutôt un métier de fond directionnel.
c'est pas ce qu'on fait. Mais ce genre d'éléments de description, c'est en fait, il y a eu une cascade de liquidation, si tu veux. Donc, c'est certains assets, certains tokens commencent à descendre. Il y a des gens qui se font liquider dessus parce qu'ils ont un peu trop de marge dessus. Il y a eu des éléments de cross-liquidation, donc c'est-à-dire que toi, on va dire, si tu traites, tu vas te mettre long. Peut-être que tu étais long PP, je sais pas si. On n'en a pas discuté, je sais pas si tu t'es retrouvé à perdre un peu d'argent Je, là-dessus, mais. je fais pas d'effet de levier, moi. Ok, super. Je fais que du spot. Ok, ok. Donc ça, c'est une très bonne habitude. J'espère que tout ton audience a fait la même chose. T'as dû voir certains de mes tweets où je demande vraiment à tout le monde de pas utiliser d'effet de levier. Ce qui étonne certains, mais en fait, c'est quand même très, très. euh, mais, Parce que, mais parce que juste pour revenir sur les effets de levier et sur le déroulé un peu oui. du crash, en fait, il y a donc la Chine quelques jours avant qui impose, qui met en place quelque chose pour dire qu'elle peut bloquer l'export de tout produit qui contient 0,1% de terres rares chinois, donc c'est-à-dire peut-être la quasi-totalité des produits électroniques qui sont produits en Mhm. Chine. En réponse, il y a Trump qui tweet justement ce vendredi, fin d'après-midi aux US, soir en France, pour dire qu'il impose 100% de frais de douane, enfin qui compte imposer 100% de frais de douane aux produits chinois. Euh, et le crack est pas immédiat, je crois. Ça prend quand même une trentaine ou une quarantaine de minutes. Les marchés boursiers US ont le temps de fermer. Et ensuite, on commence Mhm. à voir des liquidations et des liquidations en chaîne euh, sur, euh, sur les marchés crypto. Et notamment de très grosses liquidations, ou en tout cas un problème ou une attaque, je sais pas si toi si t'as regardé et si t'as un avis là-dessus, sur Binance, qui perd notamment l'ancrage sur plusieurs tokens. Donc l'ancrage, c'est-à-dire que le token est censé être égal à 1 dollar, par exemple, pour l'USDE. Je crois qu'il est tombé à 60, dans le tour des 60 centimes de 73. dollars. Ça, ça. Il y a le, il y a le BN Sol aussi, qui est leur version tokenisée du Sol, qui a fait moins 81%, je crois. Idem pour le WBETH, etc. Et donc tout ça est venu aggraver ce phénomène de liquidation. Alors ça, c'est un problème de cross, ce qu'on appelle la cross collatéralisation et tout ça. C'est-à-dire que pour donner un exemple le plus simple possible, c'est, je sais pas, peut-être que tu es long Bitcoin, donc tu dis tu es des spots, parce que tu as du long Bitcoin sur Binance ou sur un autre échange, et tu peux utiliser ça pour être long un futur perpétuel, un contrat perpétuel en fait sur PP par exemple. Et après, tu peux avoir ça enfin, sur certains échanges à 50 fois, 100 fois. Et donc, c'est quoi le problème? C'est que si tu fais ça long 50 fois, ça veut dire que dès que ça descend de 2%, bah, en fait, tu n'as plus de fonds et on va te liquider. On va te liquider et en fait, on va te liquider sur ton BTC ou sur vraiment ce que tu as mis. Et en fait, ce que tu as mis sur ton compte. Et donc, en fait, il y a une cascade qui se passe. Le problème plus spécifique, plus socratique de l'USDE, ben, spécifiquement sur Binance, c'est qu'en fait, tu te retrouves avec une dynamique où il y a beaucoup de gens qui ont mis et qui ont gardé en collatéral de l'USDE parce que tu reçois un yield dessus. Et donc, en fait, tu te retrouves avec, c'est plutôt une bonne habitude en général. Mais le problème, c'est que c'est pas un marché qui est forcément très, très liquide sur Binance. Tu te retrouves dans un moment où en fait il y a différentes liquidations sur différents échanges et l'échange devient un peu surchargé. L'échange qui devient surchargé est surchargé au niveau de l'API, c'est-à-dire que la façon dont des gens comme nous, enfin beaucoup de professionnels qui en fait intègrent et transactent, pas forcément sous l'interface graphique, mais vraiment par l'intermédiaire d'une API différents échanges. Et ça devient surchargé. Et donc, en fait, tu peux plus faire les transferts. Enfin, il y a aussi des soucis au niveau de lenteur, si tu veux, pour faire des dépôts, des dépôts des dépôts et des retraits de tokens. Donc, tout ça, ça vient, en fait, mettre un peu d'un grain de sable dans la machine, et ça vient aggraver les problèmes de liquidation. Alors, il y a différentes solutions qui ont déjà été proposées, mais quand tu as un problème comme l'USDE, en fait, où tu as une dislocation comme ça, alors que il est resté à 1 sur d'autres échanges ou sur d'autres
sur d'autres voilà, sur d'autres places d'échange en général. C'est plutôt utiliser voilà, un oracle. C'est marrant parce que enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. D'une certaine manière, ça a déjà été inventé et c'est pour ça qu'il y a des circuits breakers, il y a des, il y a des certaines limites sur les marchés des commodités. Enfin, il y a pas mal de marchés de finances traditionnels où en fait, tu as des limites où bah, si ça bouge un peu trop, essentiellement t'as une enchère qui vient se lancer. Ça permet en fait de réagréger un peu de liquidité et de repositionner pour que les gens se posent un peu la question est-ce que c'est justifié d'aller vendre à 62 cents USDE? Et donc voilà, donc en fait, ces cascades, ça provoque des prix qui sont pas du tout rationnels à ce moment-là, quoi. Euh, il y a une autre dynamique si tu veux, affecter bah, des gens comme nous qui traitent marché neutre. On a tendance à te long quelque chose et tu short quelque chose d'autre pour pouvoir pas être influencé par les hausses et les baisses du marché. Mais en fait, imagine, t'es long un asset et t'es short un autre ou le même en fait sur différents échanges en général. Et en fait, la patte, si tout descend, tu perds sur ta patte longue. Ta patte short, t'es censé gagner la même chose. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute une dynamique, donc, qu'on appelle de ADL, donc c'est du auto, on vient te forcer en fait à baisser ton effet de levier, parce qu'en fait, ils considèrent que bon bah voilà, toi t'es short, t'as gagné de l'argent sur la descente, mais la personne qui est long contre toi, ça a un peu trop bougé et ils ont plus de déposit en fait. Et donc en fait, Ouais, l'échange vient en fait décider qu'à partir d'un moment donné, voilà, pour pas que cette personne se retrouve trop dans le négatif, on va toi te manger tes gains. Et en fait, c'est quand même un souci pour beaucoup de gens comme nous qui traitent marché neutre, qui a une patte longue ou une patte short, et des compétiteurs. Donc on a des compétiteurs qui ont perdu. Nous, on a eu la chance de pas être trop affectés, mais on a des pages. Et Vinny en parlait sur notre podcast hier ou avant-hier. On a des pages de notification d'ADL sur tous les différents assets, sur différents. Et donc, en fait, c'est comment est-ce que tu peux être suffisamment rapide pour comprendre que pour réaliser que bah, tu penses être marché neutre, mais en fait, ça descend et en fait, tu ne l'es pas. Euh, ouais. et donc, Juste pour revenir sur l'ADL, l'auto-deleveraging, donc du coup, pendant cette période-là, je crois qu'il y a eu 1,6 million de traders qui se sont fait liquider, et notamment des traders qui étaient hedge, comme tu le dis, qui avaient ouvert une position longue et une position short pour se protéger justement de la volatilité. Euh, et du coup, ça veut dire que même ces gens-là se sont fait liquider parce qu'il faut bien comprendre que dans les marchés dérivés, si jamais quelqu'un gagne de l'argent, bah quelqu'un d'autre en perd en fait. Mhm. Et là, en fait, les plateformes ne pouvaient plus payer les gains des gagnants parce que il y avait plus d'argent à aller récupérer chez la perdant et c'est pour ça qu'ils ont soit baissé l'effet de levier, soit même clôturé certaines positions, c'est ça? Exactement, exactement. Donc j'ai pas vu le détail de l'argent que Binance avait remboursé en tant que tel, mais c'est peut-être c'est très vraisemblablement ça. Voilà, il est de 283 millions et quelques. C'est très vraisemblablement bah, des gens qui se sont retrouvés bah, dans le négatif en fait parce qu'ils avaient ils avaient autant de positions, mais ça n'a pas été forcément clôturé au bon moment quoi. Ouais. Donc c'est Et, et du coup, toi, tu disais que vous avez été impacté un petit peu. Et alors, comment ça se passe pour vous? Parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des gros problèmes de liquidité, notamment sur Binance. C'est-à-dire que quand il y a un événement de ce type-là, un peu Black Mhm. Swan, signe noir inattendu, vous faites quoi? Vous retirez toutes les liquidités des exchanges? Comment est-ce que ça se passe? Et d'ailleurs, sur Binance, tu parlais que l'API était down. Ça veut dire que vous, si l'API ne fonctionne plus, de toute façon, vous êtes bloqué, non? Voilà, alors il y a ça, t'as un problème, t'as différents problèmes qui s'ajoutent, t'as différentes couches de problèmes là. T'as une première couche, si t'as pas accès à l'échange, tu peux pas changer tes ordres et tout ça. Si tu sais que tu peux pas modifier tes ordres, tu vas pas coter très serré quoi. Même si tu veux coter. Donc ça c'est un des éléments qui est essentiel. On cote très serré, comme je te disais un peu plus tôt. On gagne en moyenne moins d'un point de base par transaction. Ça veut dire que tu imagines si tu as une cote qui est coincée dans le, dans le, dans le carnet d'ordre, enfin, tu peux pas te permettre ça. Tu vas vraiment pouvoir bouger ton prix de façon assez fluide. Donc ça, c'est une chose. Le gros problème de l'API
Là, c'est qu'on fait. Et spécialement vraiment du côté spot, tu dois constamment transférer la crypto entre échanges, entre les échanges, entre DeFi, entre le business OTC. Et donc, constamment, donc tu vas avoir une fluidité et une certaine réactivité de savoir que tu puisses faire des dépôts et des retraits de façon constante. Donc, quand tu lis Wintimute a déposé 700 millions sur Binance, c'est un peu du grand n'importe quoi parce qu'on a aussi retiré 700 millions au même moment de d'autres assets, c'est tout. Donc, pas forcément, on n'est pas forcément gourmand là-dessus, mais on, euh, on est un très gros client, on va dire, de ce service de dépôt et de retrait constamment des échanges. Donc, je sais qu'il y a certains échanges où on fait 50-60% des requêtes, c'est pas forcément des volumes, mais 50-60% des requêtes de dépôt et de retrait. Parce que constamment, on est là pour aller bouger de l'inventaire, si tu veux. Et c'est vraiment, ça c'est je veux dire, c'est la façon de voir le problème ou de représenter le problème, c'est si on peut pas avoir accès, par que ce soit un problème d'API ou que ce puisse pas en fait transférer des tokens entre un échange et un autre. Là, on peut se retrouver sur peut-être sur Binance, on a que on a que du stable ou du USD, et peut-être qu'on a tout le BTC qui est chez OKX ou autre, et on a besoin de pouvoir le transférer, on a besoin de pouvoir l'amener sur Binance et autres. Parce que tu dois toujours constamment, quand tu apportes de la liquidité, tu codes des deux côtés. Tu viens toujours présenter un prix à l'achat et à la vente, ce qui veut dire que, ce qui assume que tu es toujours en fait les deux assets, les deux côtés, les deux pattes de la paire, en fait, tu les as sur le change où tu trades. Et, et du coup, pour le côté liquidité, parce que c'est vrai qu'on a vu des order books, des carnets d'ordre qui étaient quasiment totalement vides. On a vu, bah, comme je le disais en introduction, des cryptos, même du top 10, comme Dogecoin, je crois, perdre du 60% en quelques minutes. C'est-à-dire que quand il y a un événement comme ça, la majorité de market makers, ils font quoi? Ils se retirent et ils attendent de voir ce qui se passe et que la tempête passe pour revenir ensuite pour rééquilibrer les prix. Alors, nous, on a tendance, c'est pour ça qu'on a tendance à avoir une plus grosse part de marché quand ça bouge, donc à la hausse ou à la baisse. Donc la part de marché, elle bouge entre 12, 15, elle va plutôt vers les 16-17% quand ça bouge. Mais il y a des limites à tout, quoi. Donc où on préfère toujours être dans le carnet d'ordre. Mais si tu peux vraiment tu peux pas transférer, si tu peux pas avoir accès à l'API, ben, tu peux pas transférer les ordres, tu peux pas ajuster tes ordres. Donc ça, c'est tout. Donc on essaie vraiment d'être hors du marché le moins longtemps possible et de rentrer. Donc oui, il y a des limites à tout, quoi. Mais oui, tu as juste, s'il y a beaucoup plus de volatilité, ben, si les choses bougent, comme tu disais, si Bitcoin descend de 15% d'un coup, tu vas pas coter 111 000 $, et 111 500 $, tu vas à l'achat et à la vente. Donc tu dois forcément t'ajuster un peu. Euh, mais on essaie le plus vite possible de serrer les cotes le plus possible. Et c'est ça qui est très bien avec un écosystème de trading avec, en général, crypto ou non crypto. Tu es en compétition, tu es en concurrence constamment avec d'autres boîtes de trading, avec des fonds, avec d'autres apporteurs de liquidité comme nous. Et donc, ça veut dire que si tu cotes trop large, bah, c'est tout, tu vas louper la transaction, quoi. Donc, tu ne trades pas. Si tu cotes trop large, tu ne trades pas du tout. Donc, c'est un système qui est très, très juste. Donc, si tu cotes trop large, de toute façon, il n'y a personne qui va aller venir te vendre quelque chose ou acheter quelque chose. Donc, voilà, donc tu as intérêt. T'es vraiment, l'avantage est vraiment à la personne et à la boîte qui peut vraiment coter le plus vite possible et coter le plus serré possible pour apporter de la liquidité quand les gens en ont vraiment besoin. Ok, parce que vous êtes d'ailleurs sur quasiment, j'imagine, toutes les plateformes d'échange centralisées et Mhm. même décentralisées. Est-ce qu'il y a beaucoup de plateformes centralisées qui ont eu des problèmes d'API sur lesquels vous pouviez plus placer d'ordre ou même peut-être retirer ou déposer des cryptos? La plupart des gros, oui. La plupart des gros ont eu des soucis. Euh,
Du côté DeFi, moins. Ce que j'avais demandé, du Mais coup, c'est est-ce un que peu une fonction. Hyperliquid, Pardon? ce que j'avais demandé, j'ai l'impression que du coup, du côté d'Hyperliquid, ils ont peut-être mieux tenu la charge que certaines plateformes centralisées. Ouais, après, c'est toujours difficile de comparer parce qu'en fait, sur toutes les plateformes décentralisées, alors forcément, c'est un crash, principalement un crash de contrats perpétuels. Et c'est un crash de contrats perpétuels sur, on va dire, sur Apple Liquid, sur Lighter, sur Insta et tout ça. Ça a été beaucoup plus à la mode plus récemment et surtout dans une dynamique où les gens viennent essayer de collecter des points et tout ça. Donc pas toujours des dynamiques de trading en tant que tel, mais des dynamiques enfin, de farming sans trouver un meilleur mot. Et donc, oui, il y a un peu plus d'utilisateurs de ce fait-là, mais je pense c'est difficile de comparer certaines plateformes DeFi et puis Binance qui a 420 millions et quelques d'utilisateurs. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est peut-être moi. C'est 420, ils ont plus de la moitié des utilisateurs crypto. Quoi dire. Peut-être Ouais, je vois que c'est 250, ça. je sais pas. J'ai pas les derniers chiffres. Mais ils fêtaient 210 l'an passé. Ok. Donc c'est un peu difficile de comparer, voilà, réellement là, 200 millions d'utilisateurs d'un côté. Et puis, historiquement, les 1000 utilisateurs que tu avais sur les DEX ou X ou Y, quoi. Donc il y en a beaucoup, beaucoup plus sur Hyperliquid. Mais je pense que c'est difficile de comparer. Après, il y a tout un aspect où quand tu te retrouves des échanges DeFi enfin, il n'y a pas de custody. Tu as beaucoup moins de questions t'as moins de questions de gérer des retraits, des dépôts et des choses comme ça. Euh, et je supposerais aussi qu'il y ait beaucoup, beaucoup moins de tokens en tant que tels qui sont vraiment listés sur des plateformes DeFi comparé à des plateformes DeFi. Donc il y a plein, plein d'éléments, il y a plein de dimensions qui rendent les choses un peu plus complexes, on va dire, sur les échanges centralisés. Euh, Là où c'est un peu plus opaque, et c'est assez difficile de savoir exactement combien de liquidations se sont passées sur les échanges centralisés, alors que c'est très, très transparent du côté décentralisé. Donc on va dire c'est le gros Toi, avantage. toi, Pardon? tu penses que en termes de liquidation, tu aurais une estimation, parce qu'on parle de 20 milliards, mais comme je le disais, on pense que c'est très sous-estimé. Toi, tu as une idée du montant que ça peut représenter Je dirais c'est très large comme fourchette. C'est entre 30 et 50. Je pense que Ok. mais pas forcément pour te corriger ou pour te taquiner, mais sur le Bitcoin, c'est pas forcément, c'est loin d'être la baisse la plus forte qu'on ait vue. Je dirais même sur les 2 derniers cycles. Enfin, je me souviens quand on est descendu de 50% sur une journée, tu sais, en tout début de Covid. Alors, on est passé de 8000 à en dessous de 4000, à 3800 et quelques sur BTC. Donc, je pense que ce qui se passe sur BTC, c'est que maintenant, c'est un token qui est suffisamment utilisé. Donc, en fait, dès que ça descend un petit peu, les gens viennent acheter. Et surtout, les gens qui ont beaucoup, beaucoup plus de fonds, toutes les institutions qui ont beaucoup plus de fonds, elles viennent acheter spot ou elles viennent acheter l'équivalent de spot avec un ETF et tout ça. Et donc, elles sont pas vraiment affectées, en fait, par ces liquidations. Donc, Ouais, oui, c'est vrai. Mais en termes de liquidation, par contre, c'est a priori la journée ouais, la plus ouais, importante de tous les temps. Ouais, ouais. c'est ça. Ça, c'est le cas. C'est le cas. Et du coup, parce que moi j'étais devant les écrans à ce moment-là, j'ai vu Mhm. des différences de prix assez incroyables entre les prix dans la DeFi et les prix sur des exchanges. Hmm. Euh, Vous, ça, c'est de l'arbitrage que vous faites aussi, si jamais l'exchange est en capacité de tenir la charge et justement de pouvoir passer les ordres, j'imagine. Exactement, exactement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de DeFi qui a été construite pour être arbitrée. Donc tout le concept, si c'est UniV2, les pools et tout ça, là, c'est vraiment fait pour être arbitré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours besoin de gens comme nous qui vont acheter sur Binance, acheter sur OKX, acheter sur Coinbase et revendre du côté DeFi ou vice-versa. Ouais, Donc parce que c'est là, pour le coup, c'était les prix étaient vraiment beaucoup plus bas sur les exchanges, bah peut-être parce que effectivement le prix spot a suivi le prix des dérivés.
Et en Mhm. fait, sur la DeFi, pour le coup, les prix étaient quand même beaucoup plus élevés que sur les Ouais, exchanges. c'est pour ça qu'on a tendance à... Les gens sont très confus par rapport à ce qu'on fait, parce qu'en fait, ils voient le flux DeFi. Donc, donc, c'est exactement ce qui se passe quand les choses descendent. La découverte de prix, la plupart des gens traitent sur du côté centralisé. Donc, si les prix descendent, la plupart des gens vendent du côté centralisé d'abord. Donc, on va prendre BTC, on va prendre Ether. Ça descend d'abord du côté centralisé. C'est-à-dire que nous, on se retrouve à acheter en fait en général du spot. Donc, on se retrouve plus long qu'on devrait l'être. On se retrouve plus long qu'on devrait l'être BTC ou Ether. Et ça, on a besoin de le revendre pour aussi refléter le prix réel sur les plateformes décentralisées. Donc, on va prendre cet inventaire et à le revendre du côté centralisé. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est quand les API fonctionnent et que tu peux bouger ton inventaire. Et donc, constamment, ça veut dire qu'on vient refléter le prix des échanges centralisés sur les échanges décentralisés. Euh, et donc, on le fait constamment. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont souvent, de moins en moins souvent, parce que les gens comprennent de mieux en mieux. Mais il peut y avoir c'est pas difficile d'aller prendre un flux du côté DeFi et d'isoler ça et de dire, ah oui, t'es mieux devant. C'est le cas, de toute façon, en isolation, oui, tu prends certaines de nos transactions journalières. Ah oui, on va vendre à certains moments donnés. Quand ça monte, généralement, les gens se plaignent pas qu'on vient lifter toutes les DeFi. Tu vois? Mais en fait, c'est exactement la même dynamique. Quand ça monte, les gens viennent acheter d'abord du côté centralisé, ou en tout cas, il y a beaucoup plus de volume. Donc la découverte de prix se fait au niveau centralisé. Donc ça monte centralisé, et donc voilà, DeFi doit suivre un petit peu, et donc doit être arbitré à la hausse de ce côté-là. Euh, donc c'est vraiment la dynamique. Euh, Maintenant, il y a une dynamique qui change un petit peu avec l'institutionnalisation de l'écosystème, donc on fait de plus en plus d'OTC. Donc le volume qui était 5% OTC, maintenant c'est plutôt 15, 20, 25% des fois OTC. Ça veut dire que le prix va pas toujours être défini par un échange centralisé. Ça peut être défini par, imagine, tu es un très gros fonds et tu viens nous acheter 100 millions de dollars de Bitcoin. Et bah, on te l'a vendu. Et nous, on doit vraiment courir. Dès qu'on te l'a vendu, on doit aller courir pour aller se couvrir, quoi. On doit aller courir pour aller racheter sur des échanges centralisés, sur la DeFi voilà, tout endroit où on puisse Et, aller en racheter. et comment tu te couvres justement? En fait, est-ce que tu paries un peu contre ton client ou comment est-ce que concrètement, comment est-ce que En- ça se passe? Tu sais jamais s'ils ont traité se parier contre ton client. Ça, c'est pas forcément. Alors, c'est pour ça que c'est pas une relation qui est considérée une relation de clientèle. On utilise le mot contrepartie. C'est parce c'est différent, oui et non. On vient prendre un risque contre la personne. Donc, si toi, tu viens nous acheter 100 millions de Bitcoin, bah, on se retrouve short. En fait, on se retrouve à manquer cet inventaire si on veut vraiment rester marché neutre. Et donc, immédiatement, on va essayer de le récupérer, de le racheter sur une quinzaine de, d'échanges spot sur la DeFi. Si on peut pas se couvrir spot, on peut essayer de se couvrir sur des paires aussi. Mais tu viens essayer de couvrir ta position autant que possible et essayer de garder un petit peu de la marge que tu as pris quand tu as offert le prix. Ok. Parce que l'idée là, c'est vous vendez 100 millions de Bitcoin. L'idée, c'est de leur acheter moins cher que ce que vous l'avez vendu, j'imagine, ou comment est-ce que vous Oui, couvrez? sinon on serait pas. Sinon, il faut mettre la clé sur la porte très vite. Oui, et en fait, donc tu prends un pari sur le fait que tu puisses, en gros, estimer la volatilité du sous-jacent, ce qu'on dit, c'est d'estimer la volatilité en fait pas du Bitcoin dans ce cas-ci ou d'un autre token, pour te donner suffisamment de temps pour pouvoir le racheter au moins en ayant au moins un petit gain, quoi. Mais c'est très rare que ça bouge à ton avantage en général, ce genre de choses. Les gens peuvent acheter, ils n'ont pas forcément acheté que chez toi. En général, la contrepartie qui achète est plus compétente, ils ont une vue sur un prix, et voilà, donc c'est vraiment, c'est pour ça que c'est pour ça que tu as une certaine largeur de fourchette entre voilà, le prix auquel tu achètes et le prix auquel tu vends,
pour prendre en compte ce risque d'exécution. Et voilà, le coût que ça va, ce que ça va te coûter de couvrir. Et des fois, t'es en perte, c'est tout. Mais en général, après des centaines alors pas forcément, on fait pas des centaines de transactions comme ça tous les jours, mais on traite littéralement sur écran, DeFi et ETC, on traite entre 4 et 6 millions de fois par jour. Et donc voilà, pour que en moyenne, on se retrouve avec un petit gain. Et voilà, donc ça s'accumule. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un business de volume. Ok. Et donc je voulais revenir un petit peu aussi sur toutes les rumeurs qui ont entouré Wintermute Mm. pendant le crash, enfin après le crash notamment, et comme tu le dis, après souvent des fortes baisses. Donc on vous a pas, enfin, entre guillemets, accusé, ou en tout cas on a émis l'hypothèse que vous auriez pu faire faillite et que vous auriez liquidé toutes vos positions. Est-ce que d'ailleurs ça pourrait être possible? Alors, c'est très peu probable de notre côté. Euh, pour te rappeler, alors il y a différents éléments qui sont intéressants de connaître. On a survécu à un hack de 162 millions de billes il y a 3 ans de ça, où on avait beaucoup moins d'equity. Euh, alors, je pense que c'est une partie de. Il y a du raisonnement de certaines personnes sur Twitter par rapport à ça qui est soit complètement faux et très biaisé, soit relativement compréhensible. Donc, je vais commencer par le complètement faux et biaisé. C'est certaines des rumeurs sont en gros viennent d'influenceurs qui eux-mêmes vendaient sur leurs propres utilisateurs ou leurs propres followers et puis ils disaient voilà ils vont pas dire que c'est eux qui vendent donc ils vont dire ah when to mute. Bon, ce qui est assez amusant des fois c'est qu'ils prétendent qu'on vende sur des tokens qu'on ne traite même pas donc ça c'est un peu poussé mais il y a une dynamique en fait où oui, il y a cette dynamique où forcément, si tu ne vois que 5% de volume du côté DeFi, bah oui, quand ça baisse, oui, on va vendre du côté DeFi parce qu'il faut mettre les prix en place et que c'est exactement comme ça. La DeFi a été construite. Mais je dirais peut-être aussi une dynamique où tu as le Schrödinger de Wintermute de vendredi où c'est et certains nous accusent d'avoir créé la baisse. Donc, si on avait créé la baisse, on aurait dû vendre et puis causer des liquidations, donc on aurait dû gagner beaucoup d'argent. Au lieu de. Mais miraculeusement, on est censé avoir non seulement créé la baisse, mais aussi être liquidé nous-mêmes. Donc ça marche pas. Tu peux pas. C'est complètement impossible. Quoi d'autre? Il y a ça. Donc après, il y a des espèces de. C'est un peu le problème de Twitter. C'est un peu le problème des gens qui associent bah, tout ce qui est trending, en gros, c'est t'associes Binance et Wintermute et puis tu vas gagner de l'argent. Tu vas poster les choses, tu vas avoir des vues, tu vas avoir des likes, tu vas avoir des vues, et donc tu vas gagner de l'argent. Donc c'est pas forcément très aligné. Donc les gens qui font ça pour du divertissement et tout ça, ça me dérange pas forcément parce qu'en fait, bah voilà, tu as du type Dr. Axios ou du Dr. Shin ou voilà, machin truc. Des gens qui aident, au final, ils aident à ce que, ben, au niveau reconnaissance de marque, des choses comme ça, mais voilà, c'est pas forcément une image très positive, ça, c'est encore questionnable. Mais en général, voilà, c'est pas très méchant. Il y a une dimension, et les gens qui étaient vraiment de nous peindre vraiment d'une couleur très très noire, ce qui est vraiment l'opposé de ce qu'on fait. On est là pour risquer nos fonds quand c'est plus dangereux. Des fois, c'est pas forcément, enfin, c'est très rarement justifié, quoi. On est là pour aller, tu vas récolter un 10 millième un 10 millième d'un asset ici ou là, pour prendre le risque, pour que tu puisses, toi et d'autres, puissent traiter les coins que tu veux. Il y a de la compétition. Donc en général, ma réponse à ces gens-là, c'est si c'est si facile de gagner de l'argent, venez, joignez-nous en tant que compétiteur et rendez-vous compte par là, parce que si tu viens rentrer en compétition avec quelqu'un, tu es obligé de t'éduquer suffisamment et rendez-vous compte que c'est vraiment pas si facile, quoi.
Et après, pour aller vers la dimension des gens qui sont en général un peu plus intelligents par rapport à leurs réponses et à leurs hypothèses, et dans ce cas-là, l'hypothèse de ah, ils ont fait banqueroute en gros. Euh, Ça, il y a une partie qui est une compréhension de comment une boîte de trading fonctionne. C'est pas forcément notre cas. Donc en fait, nous, on a eu la chance et on a fait aussi l'effort de vraiment commencer sur le spot. Et donc, en fait, on s'est retrouvé dans une dynamique où, à l'opposé de finances traditionnelles où tu as un prime broker, tu peux emprunter facilement, où tu peux avoir pas mal de leverage sur du cash, en crypto, tu ne peux pas. En crypto, tu es vraiment obligé d'avoir toute une dimension de business development, toute une dimension de marque, où tu vas aller en fait emprunter, on emprunte de fondations, on emprunte de family office, on emprunte de fonds, c'est pas toujours facile, mais en gros, on a très peu de leverage. Donc on a un d'equity et on a un de dette, hein, donc pour chaque dollar d'equity, on a un dollar de dette, ce qui est vraiment très 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 peu, hein, quoi. C'était plus le cas avant. Donc c'était, si tu penses du cycle précédent et juste avant que Celsius, avant que BlockFi, avant que tout ça, tous ces gens-là en fait fassent banqueroute, on avait jusqu'à 5 6 7 fois maximum de leverage. Et maintenant, c'est plus du tout le cas en fait. Euh, mais c'est pas c'est pas une mauvaise. C'est bien que les gens soient conscients de leverage. Je préférais qu'ils soient conscients du leverage, de leur propre leverage au niveau individuel aussi, plutôt que du leverage de boîte de trading. Donc on sait qu'on a des compétiteurs qui sont beaucoup plus leveragés, qui ont beaucoup plus d'effets de levier, qui sont, je sais pas combien, mais et qui eux aussi veulent être marché neutre, mais qui n'ont pas vraiment pu l'être à cause de ce problème d'ADL et tout ça dont on a discuté. Donc en fait, c'est une hypothèse qui n'est pas déraisonnable de se dire, ah, ils ont pu perdre de l'argent durant cette liquidation. Mais la réalité, c'est qu'on a très très peu de leverage et la façon dont on traite, on est très distribué. Donc en fait, ça nous a affecté, mais pas suffisamment pour que ça nous coûte de l'argent. Ok. Il y a juste, je suis pas sûr de bien comprendre quand tu parles de un d'equity pour un de dette ou un d'equity pour 7 de dette, ça se représente comment? Donc on a notre bilan, c'est vraiment, donc on traite tout notre bilan tous les jours. Et notre bilan, c'est vraiment un dollar d'equity aura fait face à un dollar de dette. Donc on a, voilà, je sais pas, 2x si je comparais à ce que tu aurais sur ton compte sur un échange. Donc Et en levier, quand tu dis 2x, c'est levier quoi. 2x, c'est du levier total, ouais. Exactement. Et ça, on le traite 15 à 16 fois par jour. Ok. Donc ça, c'est aussi une bonne façon d'expliquer que, enfin, si tu suis la logique de traiter marché note, tu ne peux traiter que marché note si tu traites autant de fois ton bilan tous les jours. Parce que si tu commences à prendre des positions long ou short, donc déjà si tu gagnes de l'argent à la hausse ou à la baisse, ça te lance à rester à la position. Tu tournes pas ton capital aussi vite. Ok. Et tu parlais justement de Celsius, de BlockFi, etc. Mhm. Est-ce que tu penses que certains acteurs vont certainement faire faillite ou enfin vont annoncer leur faillite à cause de ce crash? Est-ce que tu penses qu'il y a ou même des compétiteurs à vous qui ont été très fortement impactés? Est-ce que toi tu as une idée, même des projets crypto peut-être qui ont vu leur trésorerie disparaître? Est-ce que tu penses qu'on va avoir un peu des cadavres entre guillemets émerger au fur et à mesure? Peut-être, peut-être. Pour le moment, c'est relativement distribué au niveau compétiteur. Donc on sait il y a une série de compétiteurs qui ont perdu entre 15 et 50 millions. Euh, A priori, c'est pas forcément beaucoup plus de 25% de leur bilan. Donc c'est du côté compétiteur, pas forcément, je dirais. Euh, Après, ça dépend ce que tu vois ce que nous on perçoit comme compétiteur et ce que les gens perçoivent comme compétiteur. On sait qu'on a beaucoup de compétiteurs qui sont beaucoup moins marché note, qui prennent beaucoup plus de paris, si tu veux, de positions que ce qu'on fait. Et donc eux, forcément, quand ça marche, bah, ils réussissent mieux. Quand ça marche pas, ils souffrent beaucoup plus. Donc ça fait partie de l'équation. Donc des fonds, sans doute, oui.
Pour le moment, il n'y a pas trop de cadavres. Voilà, ça a été relativement uniforme. Je pense qu'il y a pas mal d'individus qui ont dû perdre beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'en fait, ils ont tendance. Ce qui se passe, c'est que tu peux avoir, si tu es un fonds ou si tu es une boîte comme la nôtre, mais avec plus d'effets de levier, euh, le pourquoi il y a beaucoup de boîtes de trading qui utilisent de l'effet de levier, c'est parce qu'en fait, si tu assumes, encore une fois, tu assumes qu'il y a suffisamment de fluidité au niveau de tes dépôts, des dépôts et les retraits des échanges, et que tu peux traiter de façon très, euh, prédictible, Fluide, ouais. fluide, ouais. C'est plus au niveau de si tu peux prédire que tu vraiment as euh, vraiment des revenus sur lesquels tu peux compter. Là, tu as vraiment intérêt en fait d'ajouter de la dette. Et le problème de trop de dette, c'est voilà, c'est quand tu te retrouves avec par un échange qui est fermé et tu te retrouves avec de liquidité sur ta. Si tu avais une fluidité pour bouger des fonds sur la patte que tu gagnes de l'argent, sur laquelle tu gagnes de l'argent, et la bouger pour aller répondre à un appel de marge, ben, c'est super, mais si tu peux pas faire ce transfert, ben, tu te retrouves avec liquidité, être liquidé. Donc c'est toujours, c'est plus des problèmes de risque opérationnel, de gestion de risque opérationnel. Euh, Ce qui était la grande question par rapport à Etina, par exemple où il s'est trouvé que ils avaient des accords avec Échange X ou Y pour ne pas avoir des deals. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment là. Euh, ça, ce sont des choses. Donc eux, ils ont été en amont de ce problème-là. Mais ouais, je pense que malheureusement, c'est pour ça que je dis toujours, Twitter, il y a beaucoup, beaucoup de retail qui le lit et qui interagit. Donc c'est pour ça que je rappelle à tout le monde de ne pas avoir de leverage. Donc je suis très content que tu n'en aies pas. Je suis très content que tu fasses que tu spots. J'ai déjà beaucoup perdu. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Ça fait combien de Et siècles que tu es en crypto? ça fait depuis 2017. Ok. Donc ouais, ça fait un petit moment déjà. Et, euh, et l'autre reproche, ou en tout cas l'autre accusation qu'on peut vous faire, t'en as déjà parlé, c'est le transfert donc des 700 millions sur Binance. Mais je pense que c'est plus le timing que le montant qui interroge, parce qu'il me semble que le timing s'est produit quelques minutes peut-être avant le début du crash. Alors est-ce que c'est le cas? Il faudrait que je revérifie. Et est-ce que en fait c'est juste le hasard parce que vous faites des transactions régulières et que là ça s'est produit juste C'est avant juste le le crash. hasard. Moi, ça a été ma réponse sur Twitter à d'autres. On traite, dans une journée normale, on traite 15 milliards de dollars. Et donc il y a beaucoup, beaucoup de ces volumes traités qui sont transférés entre échanges. Et ce que les gens, quand ils mentionnent le dépôt de 700 millions, ils oublient de mentionner les retraits de 700 millions aussi. Donc il y a des choses, c'est vraiment dans la dynamique de traiter, de bouger de l'inventaire constamment pour pouvoir constamment coter. Et donc voilà, c'est vraiment un transfert qui est tout à fait, qui fait partie de l'activité normale de la boîte. Donc je sais que quand les gens disent 700, ils disent ah c'est beaucoup d'argent, mais le bilan est bien plus gros que ça. Donc c'est pas, c'est c'est pas, et donc j'ai pas les chiffres des volumes en fait sur la journée, mais j'assume qu'on a je pense qu'on aura traité, je sais pas, entre 30 et 35 milliards cette journée-là. Donc quand tu remets ça entre un dépôt de 700 millions en perspective en fait des 30-35 milliards qu'on aura traités, je demanderai à mon équipe les chiffres exacts. C'est votre plus grosse journée de tous les temps? Non, on a eu des plus grosses journées. Je pense que Trump Token en janvier, c'était plus gros. C'était 37 et demi, ouais, 37 milliards et demi hein, de volume. Ok. Après, on gagne, je te donnais les chiffres, hein, on gagne moins d'un point de base, ça s'appelle, donc moins d'un 10 millième en moyenne, quoi, euh, quand c'est le cas. Ok. Et donc on parlait de tous les gens qui ont perdu, on estimait 1,6 million de traders, je crois, et donc 20 milliards à peu près, certainement plus de liquidés. Mais il y a un acteur qui a fait parler de lui pour avoir ouvert un short, une énorme position short de plusieurs centaines de millions, quelques secondes après, plutôt peut-être le tweet de Donald Trump.
il s'en est sorti avec, je crois, pas loin de 200 millions de bénéfices. Mm. Donc, il y a eu une enquête, entre guillemets, une enquête qui a établi que c'était Gareth Jean, donc quelqu'un qui a annoncé agir au nom d'un client. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est un insider? Est-ce que tu le connais? T'as déjà pu traiter avec lui, avec ses clients? Non, je pense pas que ce soit l'inside. Après, voilà, euh, mon impression, c'est que euh, je pense qu'il y a un peu il y a un peu de questionnement sur. Je pense que c'est pas forcément lui, il y a toute une équipe autour de lui. Et après, pour le raisonnement, je sais pas. Je sais pas s'il traite de façon directionnelle ou pas. Euh, mais, mais moi, l'information que j'ai, c'est que c'est lui qui est identifié ou qui est lié au compte, mais c'est pas forcément. Il y a tout un groupe de gens qui traitent sur ce compte. Donc elle est isolée. Je sais pas. C'est pas forcément enfin très très réglo de la part de Twitter d'aller doxer les gens comme ça. Je veux dire, nous, voilà, Yevgeny et moi et d'autres, on est associés à la boîte publiquement, et c'est tout. On a un business honnête et on n'est pas, on on n'a pas de problème à être identifié. Mais elle est impliquée que, voilà, ces gens, il y a de l'insider, elle est impliquée des choses, c'est pas forcément très très réglo et surtout les données, je pense que son numéro de téléphone était directement sur Twitter. Ça, c'est pas idéal. Je pense que si les gens ont vraiment des soupçons, bah, ils vont aux autorités et ils diront, voilà, faites une enquête et après les autorités peuvent actionner là-dessus, quoi. Mais non, j'ai pas de raison de croire que ce soit l'insider ou non. En tout cas, de son côté, il a évidemment démenti. Mais il a ouvert donc sur Hyperliquid, c'est-à-dire que c'est totalement transparent. Mhm. Euh, Toi, c'est quand même un ordre assez énorme. A priori, il en aurait aussi ouvert peut-être pour d'autres clients ou autres sur Binance, etc. Comment tu vois, toi, l'émergence d'Hyperliquid là-dessus par rapport au sexe comme Binance? Est-ce que tu penses qu'à terme, Hyperliquid va devenir peut-être la plateforme de référence pour le trading, que ce soit spot ou dérivé? Alors moi, c'est un de mes grands rêves, c'est assez partagé dans l'équipe, que DeFi soit vraiment le gagnant, parce que c'est vraiment, la finance centralisée, c'est vraiment ce qui correspond à l'éthos, à l'éthique vraiment de la crypto. Euh, Maintenant, c'est pas vraiment facile, quoi. Donc, c'est un sujet dont j'en ai parlé la première fois en 2022 à Davos, et après, j'en ai reparlé pas cet été encore une fois l'été précédent. Euh, c'est plus le questionnement, comment est-ce que se trouve en fait, comment est-ce que DeFi peut vraiment être plus grosse et plus dominante que CeFi. Et Hyperliquid a gagné pas mal de traction, on va dire, au niveau utilisateur, au niveau expérience vraiment utilisateur. Donc je pense que t'as deux grandes peurs pour la plupart des gens qui vont traiter un côté DeFi. T'as une peur de est-ce que je vais perdre mes clés? Est-ce que je peux garder mes propres fonds? Qu'est-ce qui se passe quand j'envoie mes fonds en ligne, vraiment, enfin, on-chain pour traiter ou pour prêter? Tout ça, ça se gère, tu viens un peu, euh, pas forcément réconcilier, tu viens un peu aider les gens à avoir moins peur de faire ces deux choses avec de l'UX, avec en gros toutes des fonctionnalités qui sont plutôt des fonctionnalités d'échange centralisé. Euh, la grande question au niveau finance centralisée contre centralisée, c'est qui vient amener des nouveaux utilisateurs dans le domaine des cryptos, dans l'écosystème crypto. Et tu vois, quand FTX est tombé, la première chose que je disais à ma fiancée, qui est maintenant mon épouse, je disais, ah, tu vois, c'est la DeFi va gagner, les gens vont se rendre compte que le risque centralisé, ça marche pas, tu peux avoir un fraudster, tu peux avoir des choses, et les gens devraient comprendre que voilà, le code est supérieur en gros, que t'as un code open source, t'as des choses que tu peux vérifier. Maintenant, tout le monde peut pas lire un code, ça c'est un autre problème.
voilà, que c'est croire plutôt en le contrat plutôt qu'en la personne. Et en fait, on se retrouve dans une dynamique où en fait, beaucoup de nouveaux entrants dans les cryptos rentrent parce qu'ils ont vu une publicité pour Binance ou autre et tout ça. On voit qui vient acquérir des nouveaux utilisateurs en crypto et c'est principalement des échanges centralisés. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est de plus en plus comme des échanges de TradFi. Enfin, c'est vraiment des modèles. Tu as une custody qui est comme un petit peu comme si tu avais un compte sur ta banque, à ta banque, et tu peux traiter comme si tu étais chez ton broker classique tes actions, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup moins de friction au niveau de l'adoption si tu viens traiter les cryptos sur un échange centralisé. Euh, la dynamique, euh, la dynamique, je pensais qu'il avait commencé à changer en début d'année, c'est qu'en fait, avec le token Trump, t'as une plateforme comme, je pense que c'était Moonshot, qui s'est retrouvé avec 400 000 utilisateurs d'un coup sur un week-end. Malheureusement, ils sont repartis vite fait. Il y en a qui ont gagné de l'argent, il y en a qui ont perdu de l'argent. Et c'est un peu une de ces plateformes où tu peux, en un clic, en gros, tu branches ta carte et tu peux acheter le meme coin de ton choix. Et donc, il y a différentes dynamiques. En général, l'acquisition de nouveaux utilisateurs en fait en crypto se fait vraiment par l'échange centralisé. Et après, les gens se disent un petit peu, ah, j'aimerais bien soit avoir accès à un token qui n'est pas listé, et donc je retrouve à aller dans les tranchées comme d'autres les appelleraient, euh, ou bah, j'ai un peu peur de que mes fonds soit disparaissent, ou qu'on me donne, qu'on me bloque Dans l'accès. FTX. Voilà, donc en fait, c'est un peu ces deux logiques. C'est accès à de nouvelles opportunités ou avoir peur qu'on te prenne qu'on te bloque ton compte ou autre. Euh, et donc ça, c'est une dynamique qui est a priori à long terme, enfin, la façon dont nous on voit le marché évoluer, c'est CeFi devient TradFi et DeFi devient un peu plus CeDeFi et pas forcément un Monopoly, quoi, vraiment un oligopoly avec Hyperliquid qui est assez dominant ces jours-ci. Mais on voit avec Lighter, on voit avec Aster et tout ça, on voit on voit qu'il y a des compétitions qui arrivent. Et on voit que les gens, enfin, tu vois, euh, des choses comme Lighter, on voit que les gens sont très sensibles aux frais, d'abord et avant tout. Et donc, et, maintenant, après ce week-end, on ne sait pas si les gens vont être de plus en plus sensibles à, voilà, est-ce que j'ai un ADL ou est-ce que j'ai la façon dont ils peuvent avoir confiance en l'échange aussi. Ok, merci beaucoup. J'avais deux petites dernières questions pour finir, qui sont, est-ce que toi tu penses qu'un tel événement peut se reproduire? Ah, 100%. 100%, parce que les éléments, en fait, tu te retrouves sur des cycles de dette, si tu veux, où en fait, Ray Dalio parle de ça, enfin, quand je traitais macro, c'était ça aussi, c'est quand, en fait, tu as des cycles où t'as une hausse des prix, tu as des gens qui prennent de plus en plus de risques, et tu te retrouves sur des assets, enfin, vraiment des actifs, qui sont relativement volatiles. Donc la volatilité, par exemple, sur Bitcoin, elle est repassée de 35% à 45%. Alors qu'est-ce que ça veut dire, 45%? Ça veut dire qu'en gros, il est normal pour Bitcoin de bouger d'à peu près 2,2% par jour. Entièrement normal. À la hausse ou à la baisse. C'est du bruit. Ça bouge 2%, c'est du bruit. Donc voilà, 15%, c'est pas du bruit du tout. Mais 15%, ça reste possible. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui prennent d'effet de levier à 20, 30, 50, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment jouer la loterie, quoi. Ça n'a rien de très stratégique, ça n'a rien de professionnel du tout. Euh, donc c'est vraiment, et ça existe encore. Donc tant qu'il y aura en fait cette inadéquation, on va dire, entre des gens qui prennent un peu trop de levier et, et en fait des prix qui sont encore relativement volatiles. Parce qu'en fait c'est à 45% le Bitcoin, mais c'est plutôt 50-60, c'est autour de 75% sur Solana, même si ça a baissé, on va dire, plus récemment.
Euh, T'as pas mal d'altcoins qui sont à 100, 120, 150% de volatilité. Euh, et donc, imagine avoir des leviers comme ça sur de l'altcoin comme ça. Bah, ça explique que tous les jours, déjà régulièrement, il y a des gens qui se font liquider. Donc oui, si tu veux, les éléments sont encore là pour qu'il y ait des journées comme ça. Alors, il peut, ça veut pas dire que ça sera à la même échelle. C'est-à-dire que moi, j'espère qu'au niveau de certains de nos compétiteurs, il y aura peut-être plus de transparence au niveau de qui est affecté, pourquoi, côté ADL. On va en discuter. Il y aura peut-être un peu plus d'attention sur cross-collatéralisation, quels assets sont considérés garantis pour traiter un autre asset. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que si tu perds de l'argent sur ton Bitcoin, sur ta position Bitcoin, bah, on va pas forcément liquider ton PP, on va un peu considérer ça comme des poches différentes. Donc ça, en fait, ça vient limiter en fait le domino, si tu veux. Euh, Oui, c'est la différence entre isolé et cross, c'est ça en fait. Isolé, ouais, c'est-à-dire que tu peux pas te faire liquider le reste de tes cryptos, ils peuvent pas l'utiliser pour mhm. payer les gagnants si toi tu perds. Et quand tu crosses, bah, tu peux perdre tous tes fonds, quoi. Exactement. Exactement. Ça veut dire que ça veut aussi dire qu'il y a un peu plus de euh, voilà, ça évite un effet de domino euh, à un certain degré. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Johan pour ton temps. C'était très intéressant. Et puis, bah, de toute façon, on va suivre avec intérêt les prochaines semaines sur le marché pour voir un petit peu ce qui va se passer. Salut!